L'exercice 24 qui va enfermer un petit peu d'eau sous un piston qui lui-même est bloqué par de l'air est relativement difficile. Donc on va essayer de le prendre étape par étape et avancer tranquillement sur le chemin de sa résolution. Alors, ce qu'on vous donne, on vous a mis un système avec de l'air et puis un petit réservoir d'eau à cet endroit-là qui est connecté avec là. Au départ, vous avez l'air qui prend toute la place comme ça et puis l'eau qui a été mise sous forme liquide dans le petit réservoir. Au fur et à mesure, on chauffe. Vous avez que l'eau rentre en ébullition, la vapeur d'eau veut prendre plus de place, donc va pousser sur le piston et au bout d'un certain temps, vous allez avoir votre système qui va être comme ça, donc avec l'eau de taille négligeable et puis la vapeur d'eau qui va comprimer de plus en plus l'air qui est au-dessus. Bien sûr, à mesure que la vapeur d'eau comprime l'air, la pression dans l'air augmente, donc la pression dans la vapeur d'eau aussi. Si la pression augmente, la température de changement d'état, la température pour l'équilibre entre l'eau liquide et l'eau sous forme de vapeur va augmenter. Et c'est ça qui va déterminer ou va compliquer peut-être un petit peu les choses dans votre système. Alors, première question, celle-là elle est relativement sympathique, c'est calculer le nombre n de moles d'air dans votre système. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? On vous donne la section du cylindre qui est de 2-10-2 mètres carrés. On vous donne la pression initiale P0 qui vaut 1 bar, 10 puissance 5 pascal. On vous donne la température initiale lorsque on enferme l'air qui est de 373 Kelvin. Et on sait que le piston est bloqué tout en bas et donc on a une hauteur H0 qui valait 0,5 m, sachant que là après on va appeler cette hauteur d'air H. Bon, alors N c'est relativement pas facile, vous avez PV égale NRT, donc N c'est PV sur RT, donc en l'occurrence ça va être P0 fois S fois H0, donc ça c'est P fois le volume initial divisé par RT0 et donc là il suffit de faire l'application numérique. Vous avez du 10 puissance 5 pascal, le S c'est du 2-10-2, le H on va dire que c'est du 1,5, 0,5 et 1,5 mètre, R c'est 8 et puis là on a 8,314 et là on a 373. Alors je vais faire les applications numériques à la louche. Donc on a du 10 puissance 5 fois 10-2, ça fait du 10 puissance 3 divisé par du 8 fois 400. 8 fois 2 ça fait 16, 8 fois 4 ça fait 32, donc j'ai du 3200, donc j'ai à peu près du 1 sur 3,2, donc à peu près du 0,3 mol normalement. Ok, donc j'ai le nombre de moles d'air qui a été enfermé, sachant que en dessous on a initialement 1 mol d'eau, donc 18 grammes d'eau sous forme liquide dans la petite sphère qui était là et donc avec un volume qui va être a priori négligeable devant le volume occupé par le reste de votre système. Donc dans la question 2, on vous signale que le piston est mobile maintenant. On chauffe progressivement pour que depuis 373 Kelvin et lors du chauffage, comme on est à 373 Kelvin sous 1 bar, donc à 100 degrés Celsius, vous avez commencé à vaporiser votre eau. La vaporisation produit de la vapeur, donc qui va avoir tendance à pousser sur le piston, essayer de le repousser. Donc la pression va augmenter dans l'air, augmenter dans l'eau et donc la température aussi. Il y a un moment, montrer que le piston atteint une position d'équilibre lorsque la température est suffisamment élevée. Et on veut savoir quelle est la hauteur du piston. Donc à tout moment, vous avez que la pression dans l'air est égale à la pression dans l'eau, puisqu'il va y avoir équilibre de part et d'autre du piston. Et quand la température est assez élevée, si la température est assez élevée, assez grande, toute l'eau a été vaporisée. Toute l'eau est vaporisée. Donc, vous vous retrouvez avec un système
où vous avez deux gaz parfaits, un avec une quantité de matière N, l'autre avec une quantité de matière N0. Les deux sont à la même pression, à la même température, élevée suffisante pour que tout ait été vaporisé, mais en tout cas, même pression, même température. Donc je dois avoir que PVR, c'est égal à nRT, et puis P, le volume occupé par l'eau, c'est égal à N0RT, puisque j'ai absolument toute l'eau qui a été vaporisée. Si je fais le rapport de ces deux choses-là, le volume de l'air, c'est S fois H, et le volume de l'eau, ça va être S fois H0 moins H. C'est ce qui manque ici, c'est H0 auquel j'ai soustrait la hauteur d'air que j'ai à disposition. Donc en faisant le rapport de ces deux choses-là, j'ai H sur H0 moins H qui est égal à N sur N0. Je fais un petit produit en croix. J'ai HN0 qui est égal à N fois H0 moins H. Et donc, en le mettant de l'autre côté, j'ai H facteur de N0 plus N qui est égal à N H0. Et j'ai une expression explicite pour H qui va s'écrire NH0 sur N0 plus N. Donc là, on a ce H équilibre qui va être une fraction. D'autant ça ressemble un peu à un diviseur de tension, hein, puisque vous avez ici, mais sauf avec des gaz et des volumes et donc des hauteurs, puisque la section est la même. Donc vous avez la fraction occupée par l'air et correspond à la fraction en termes de nombre de moles que vous avez dans votre système. Bon, donc là on a déterminé la hauteur du piston à l'équilibre. Donc en question 3, on vous demande la pression, on vous donne que la pression de vapeur saturante, donc la pression d'équilibre, est à peu près donnée par cette formule-là. Donc ça fait P0 facteur de T moins 273 sur 100 à la puissance 4. Bon là, le 273, j'aime pas trop parce que c'est dimensionné, le 100 aussi, mais bon, gardons ces expressions-là, sinon on va introduire un petit peu trop de choses. La vapeur est à peu près un gaz parfait. Montrez que la température T1, lorsque le piston a atteint sa position d'équilibre finale, est donnée par l'équation suivante. Alors, en position d'équilibre, en supposant qu'il reste encore une dernière mini-goutte d'eau liquide, ça veut dire que la pression va continuer à avoir cette valeur-là. Donc, vous avez que la pression de vapeur saturante en T1 est là. Sauf que à cette pression-là, vous avez tout votre système, qui va être vaporisé. Donc, toute votre eau liquide a été vaporisée, toute sauf la dernière micro-goutte qui reste, juste pour qu'on soit sûr qu'on soit bien à l'équilibre entre les deux. Alors, ça veut dire quoi? On connaît le H à l'équilibre, donc on peut connaître la pression. Si on utilise cette relation-là pour l'air, vous avez que la pression AT1 fois S, le fameux H équilibre, c'est égal à nRT1. On connaît quoi d'autre? On sait que, en fait, ce sera vrai pour le deuxième aussi. Je me demande si celui-ci, en fait, devrait largement nous suffire, logiquement, là-dedans. Oui, on va utiliser ça. Donc, on a la pression de vapeur saturante à T1 fois S fois le H équilibre qui vaut N sur N0 plus N H0 qui est égal à N RT1. Et alors on a déjà du N plus N0, N, celui-là il m'intéresse bien. J'ai du T1 qui se balade, donc quand je vais le passer de l'autre côté, ce truc-là, ça me donnera bien du N0 plus N sur NT1. Mais ce NR, je peux dire que c'est de ce que j'avais au début, P0SH0 divisé par T1 en fait, par T0. La température que j'avais ici. Donc en fait, j'ai du P0SH0 T1 sur T0. De l'autre côté, ici, vous voyez que j'ai du
PSH0. Et donc là, je me retrouve avec du P0SH0, mon truc à la puissance 4, et puis mon rapport N sur N0 plus N. Vous voyez que celui-là va simplifier avec celui-ci, et je me retrouve donc avec T1 moins 273 sur 100 à la puissance 4, qui va être égal à N0 plus N sur N fois T1 sur T0. Et ça, si je ne m'abuse, c'est effectivement l'expression qu'on vous demande pour la relation qui vous permet de trouver T1. Alors, expliquons une petite méthode graphique qui permet de trouver cette chose-là. C'est relativement simple. Vous avez égalité de deux fonctions de T. Donc, si on représente ça en fonction de T1, donc en disant que voilà, j'ai un truc qui est comme ça, c'est simplement une droite qui passe par l'origine, donc qui fait ça par exemple. Et puis celui-ci, c'est une fonction en puissance 4, auquel on soustrait 273, donc ça s'annule quand je suis en 273, et puis ça va avoir une tête comme ça. Alors c'est pas une parabole, mais ça ressemble quand même fortement, puisque c'est une puissance 4, donc ça va monter plus rapidement qu'une parabole. Et vous avez que le point qui vous intéresse, c'est celui-là. Bien sûr, celui-ci n'est pas à prendre en compte, puisque vous avez une température qui va être inférieure à 0 degrés Celsius, dans lequel les hypothèses de départ, de gaz parfait, de mélange liquide-vapeur ne sont pas du tout vérifiées. Donc, il suffit de regarder l'intersection graphique de la droite qui a la pente N0 plus N sur N divisé par T0, et cette fonction-là, et graphiquement, on pourrait déterminer la valeur de T. On peut aussi numériquement simplement demander à Python de trouver le zéro de la fonction ça moins ça, et par méthode de Newton par exemple lui trouver en disant bah, ça doit être, on démarre à 373 Kelvin et puis ça ne doit pas être très très loin derrière. Bon, alors la dernière question en fait on ne peut pas y répondre tout de suite sans avoir avec les outils dans T2, mais on va prendre un tout petit peu d'avance sur les prochains chapitres. Donc si vous ne voulez pas que ce soit divulgaché, arrêtez-vous là et puis vous reviendrez quand on aura fait la suite. Mais le transfert thermique fournit au système R plus O pour passer de T0 à T1. Alors le système R plus O a une chose particulière, c'est qu'il reste dans un volume constant. Donc il suit une évolution qui est isochore. Et lors d'une isochore, on verra dans le chapitre T4 que lors d'une isochore, vous avez que le transfert thermique, c'est égal à la variation d'énergie interne de votre système. Donc, on veut avoir le transfert thermique pour passer de T0 à T1, il suffit de connaître la variation d'énergie interne pour passer de T0 à T1. Alors là, on vous donne tout un tas de données supplémentaires. On vous donne la capacité thermique molaire à volume constant de l'air. On vous donne celle de l'eau liquide. On vous donne la chaleur latente de vaporisation de l'eau en fonction de la température. Étant donné qu'on vous a donné celle de l'eau liquide, il va falloir imaginer, donc ça c'est la variation d'énergie interne de l'air, plus la variation d'énergie interne de l'eau, ça c'est par extensivité de la fonction énergie interne, donc ça sera cité par le premier chapitre, par le premier principe dans le chapitre T4. Lui, ça va être le nombre de moles d'air, c'est-à-dire N fois le CV molaire de l'air fois la variation de température, et la variation de température c'est T1 moins T0, plus la variation d'énergie interne de l'eau. Alors celle-là, je vais me la garder dans un coin pour pouvoir la trouver, on va faire ça comme ça. Le delta U de l'eau, il y a deux choses, il faut à la fois augmenter la température de l'eau et faire la vaporisation. Alors comme je veux pas, on me donne la capacité calorifique de l'eau liquide, je vais dire que j'augmente la température de l'eau liquide de T0 à T1 en restant sous forme de liquide. Et ensuite, je vais tout vaporiser une fois que je suis à la température T1. Et comme ça, je serai tranquille pour obtenir la valeur, puisque U étant ce qu'on appelle une fonction d'état,
Elle ne dépend que de l'état initial et final du système, donc je peux imaginer n'importe quel chemin qui me permette d'aller d'un état à un autre, la variation d'énergie interne sera la même. Donc là je me retrouve avec j'avais N0 mol d'eau liquide, donc je multiplie par la variation de température, et il faut que je rajoute à ça la chaleur latente molaire de vaporisation de l'eau à la nouvelle température. Donc je vais avoir N0, donc il faut que je vaporise donc ça à la température T1, et donc ça s'écrit A moins B fois T1. Donc étant donné que visuellement, graphiquement, on a pu déterminer T1, ou avec votre calculatrice, on lui demande de résoudre ce système-là, ou simplement avec Python aussi, vous êtes capable d'obtenir les valeurs, on vous donne la valeur de A, la valeur de B, donc on est capable ici de tout déterminer, il suffit juste de faire l'application numérique.